11 jours, c'est le temps pendant lequel la femme la plus lue au monde a disparu. Le 3 décembre 1926, Agatha Christie monte dans sa Maurice Galway et quitte sa maison de Senegal, dans le Berkshire. Le lendemain matin, on retrouve sa voiture abandonnée au bord d'une carrière de craie, en équilibre, précaire, au-dessus du vide. À l'intérieur, son manteau de fourrure, sa valise, son permis de conduire. Pape d'Agatha. La police mobilise 1000 agents. 15 000 bénévoles fouillent la campagne anglaise. Le romancier Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, donne un gant d'Agatha à un médium pour tenter de la retrouver. Les journaux du monde entier font leur une. Son mari est suspecté de meurtre. 11 jours plus tard, on la retrouve dans un hôtel du Yorkshire, le Swam Hydropathique, hôtel à Harrogate. Elle a signé le registre sous un faux nom, Teresa Nails, le nom de la maîtresse de son mari. Elle danse dans la salle de bal, elle mange normalement, elle semble aller bien. Mais quand on lui demande ce qui s'est passé, elle ne sait pas, elle ne se souvient de rien. La presse dit coup de publicité, son mari a dit dépression nerveuse. Les médecins ont dit fugue dissociative. Et voilà ce que personne n'a dit, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Bienvenue dans Maman, au cœur du TDAH, le podcast d'Émilie Châtelain. Deuxième épisode de notre hors-série. Et si elles avaient le TDAH? Aujourd'hui, Agatha Christie. Et avant de commencer, je te le dis clairement, je ne suis pas médecin, je ne vais pas diagnostiquer Agatha Christie, je vais regarder sa vie à travers le prisme du TDAH, observer les traits, les nommer et te laisser faire ta propre réflexion. Agatha Marie Clarissa Miller est née le 15 septembre 1890 à Torquay, dans le Devon en Angleterre. Sa famille est aisée, bourgeoisie anglaise, confortable, un père américain, une mère anglaise, originale et visionnaire, une grande maison avec jardin. Et dès l'enfance, quelque chose ne cadre pas. Agatha ne va pas à l'école, sa mère, une femme en avance sur son temps, décide de lui faire l'instruction à la maison. La raison qu'elle donne à ses amis est étonnante pour l'époque. Elle pense que les enfants ne devraient pas apprendre à lire avant 8 ans. Elle veut laisser l'esprit d'Agatha se développer librement. Résultat inattendu, Agatha apprend à lire seule, à 5 ans, parce qu'elle en avait envie. Personne ne le lui a appris, elle a regardé les lettres, les a mémorisées, elle les a déchiffrées, toute seule parce que ça l'intéressait. Dans son autobiographie, publiée en 1977, un an après sa mort, elle décrit cet apprentissage avec une simplicité déconcertante. Elle dit qu'elle ne l'a pas vécu comme un exploit, elle a juste fait ce qui l'intéressait. Ça, c'est un premier signal. Le cerveau TDAH apprend quand il est motivé, quand la curiosité est allumée, et il n'apprend pas quand on le force à quelque chose qui ne l'intéresse pas. Mais il y a autre chose. Agatha Christie avait ce qu'on appelle aujourd'hui de la dysorthographie. Elle faisait des fautes d'orthographe toute sa vie. Ses manuscrits originaux, conservés aux archives de la Christie Archive Trust à Torquay, sont remplis de corrections, de ratures, de mots mal écrits. Elle en parlait avec une honte profonde. Dans ses lettres, elle s'excusait régulièrement de son orthographe. Elle se décrivait elle-même comme stupide pour ça. Ce n'était pas de la stupidité, c'était probablement une dyslexie, aujourd'hui reconnue comme fréquemment associée au TDAH. Comparaison avec aujourd'hui. Si Agatha avait eu 6 ans maintenant, dans une classe ordinaire, on aurait peut-être fait un bilan orthophonique. On aurait parlé de troubles des apprentissages, on aurait mis en place un PAP. Et cette petite fille stupide qui faisait des fautes partout, elle est devenue l'autrice la plus vendue de l'histoire de l'humanité, après la Bible et Shakespeare. 2 milliards d'exemplaires vendus, traduits en 103 langues. Il y a une anecdote sur Agatha Christie que j'adore et qu'on raconte peu. Pendant la Première Guerre mondiale, elle travaille comme infirmière bénévole à l'hôpital de Torquay. Puis elle passe à la pharmacie de l'hôpital. Elle aide à préparer les médicaments, à doser les produits. Et là, quelque chose se passe dans son cerveau. Elle devient obsédée par les poisons. Les doses, les effets, les délais d'action, les antidotes, les signes cliniques. Elle lit tout ce qu'elle peut trouver. Elle pose des questions aux pharmaciens. Elle prend des notes. Ce n'est pas inquiétant, c'est de l'hyperfocus. Et cet hyperfocus sur les poisons va traverser toute son œuvre. Dans ses 66 romans policiers, on compte plus de 30 meurtres par empoisonnement. Des poisons utilisés avec une précaution scientifique tellement rigoureuse que le British Medical Journal a publié un article en 1995 pour saluer l'exactitude pharmacologique de ces romans. Elle n'avait pas fait d'études de médecine, elle avait eu un hyperfocus de 2 ans dans une pharmacie de guerre. C'est ça le cerveau TDAH. Quand quelque chose l'allume, il va au bout, complètement, obsessionnellement. Agatha Christie n'écrivait pas comme les autres auteurs. Elle n'avait pas de bureau fixe, pas de routine d'écriture, pas de cahier d'idées organisé. Elle notait ses idées n'importe où, sur des bouts de papier, des enveloppes, des serviettes. Elle réfléchissait en marchant, sous sa douche, elle adorait manger des pommes dans son bain, en réfléchissant à ses intrigues. Elle n'utilisait pas d'ordinateur, pas de machine à écrire au début. Elle dictait. Elle ne construisait pas ses romans, elle les découvrait. Dans son autobiographie, elle explique qu'elle n'avait jamais la fin en tête quand elle commençait. Elle partait d'une scène, d'un personnage, d'un détail qui l'obsédait et elle suivait. Et les résultats sont stupéfiants. Les 10 petits nègres, aujourd'hui ils étaient 10. Elle l'a écrit en 3 semaines. 3 semaines pour ce qui est aujourd'hui considéré comme le roman policier le plus vendu de tous les temps, toutes catégories confondues. 3 semaines d'hyperfocus absolu.
Cette façon non linéaire de créer, suivre le flux plutôt que le plan, laisser le cerveau aller où il veut, c'est un mode de fonctionnement très TDAH. Ce que les autres appellent désorganisation, le cerveau TDAH appelle processus créatif. Pour comprendre la disparition de décembre 1926, il faut comprendre ce qui s'est passé dans les mois précédents. Avril 1926, sa mère Clara meurt. Agatha était très proche d'elle. Le deuil est violent, total. Elle ne s'en remet pas vraiment. Quelques semaines plus tard, son mari, Archibald Christie, lui annonce qu'il aime une autre femme, Nancy Neal, et veut divorcer. Agatha se retrouve seule, en deuil de sa mère, trahie par son mari, avec une fille de 7 ans à élever. Le 3 décembre 1926 au soir, Archie lui annonce qu'il part passer le week-end avec sa maîtresse. Agatha monte dans sa voiture et disparaît. Retrouvée à Harrogate sous le nom de Teresa Neal, le nom de la maîtresse de son mari. Elle avait participé aux activités de l'hôtel, elle avait dansé, mais elle ne savait pas qui elle était. Dans une interview accordée au Daily Mail, quelques années après, elle dira ces mots exacts. Cette nuit-là, j'ai quitté la maison dans un état de tension nerveuse, avec l'intention de faire quelque chose de désespéré. Et voilà l'anecdote qui me frappe le plus. Agatha Christie a écrit son autobiographie entre 1950 et 1965. 542 pages. Toute sa vie, ses voyages, ses romans, ses amours, son enfance, ses amis. La disparition de 1926, pas un mot, pas une ligne, pas une allusion. Comme si ces 11 jours n'existaient pas. Ce silence absolu, cette incapacité à intégrer l'événement dans sa propre narration de vie, c'est aussi quelque chose que je reconnais. La dissociation face autrement, l'impossibilité de mettre des mots sur ce qui était trop grand. Je ne suis pas médecin, et les psychiatres qui ont analysé cet épisode penchent pour une fugue dissociative liée à un épuisement émotionnel extrême. Ce type d'épisode arrive après un trauma intense. Et chez les personnes TDAH, la dysrégulation émotionnelle peut atteindre des niveaux que les cerveaux ordinaires ne connaissent pas. Un système qui dit « je ne peux plus rien traiter » et qui débranche. Le biographe Janet Morgan, dans Agatha Christie, A Biography, publié en 1984, décrit une femme profondément contradictoire, capable d'une concentration absolue sur son travail pendant des semaines et incapable de gérer des tâches administratives les plus simples. Elle avait une secrétaire qui s'occupait de tout son courrier parce qu'elle ne pouvait pas répondre à ses lettres. Pas qu'elle ne le voulait pas, elle ne le pouvait pas. L'hyperfocus d'un côté, la paralysie administrative de l'autre. C'est exactement le profil TDAH. La mémoire sélective, extraordinaire pour les détails visuels, les dialogues, les ambiances d'un roman, et elle oubliait régulièrement des rendez-vous, des dates, des noms de gens qu'il connaissait bien. Le docteur John Curran, spécialiste de l'œuvre d'Agatha Christie, a publié en 2009 ses secrets notebooks, les carnets d'idées retrouvés après sa mort. Des centaines de pages, des idées dans tous les sens, des connexions inattendues, aucune organisation linéaire. Ce que Curran décrit comme le processus créatif d'un génie, je le lis comme un cerveau TDAH qui fonctionne en arborescence plutôt qu'en ligne droite. Et le cycle boom-crash des périodes de création explosive, 2 romans en un an, suivis de mois où rien ne sort. L'écriture qui ne vient plus, le vide après l'hyperproduction, c'est un pattern TDAH classique. Comparaison avec aujourd'hui. Si Agatha avait été élève aujourd'hui, faute partout, oubli de rendez-vous, incapacité à gérer le courrier, apprentissage hors du cadre, émotions qui débordent, on aurait probablement parlé de profil atypique, bilan neuropsychologique, aménagement scolaire. Elle aurait peut-être souffert moins à l'école. Et peut-être que le monde aurait quand même eu ses 66 romans, ou peut-être pas exactement ceux-là. Agatha Christie, à l'école, c'était l'élève qui ne rentrait pas dans les cases. Des fautes partout, une façon d'apprendre hors du cadre, une mémoire capricieuse, des émotions trop grandes, un deuil qui l'a fait disparaître 11 jours. Et pourtant, 2 milliards d'exemplaires vendus, 103 langues. La Sourcière, jouée sans interruption à Londres depuis 1952. Record mondial absolu de longévité pour une pièce de théâtre. Voilà ce que je veux que tu retiennes. Le cerveau de ton enfant, ce cerveau qui ne fonctionne pas comme les autres, qui crée dans le chaos, qui apprend hors du cadre, qui ressent trop fort. Ce cerveau-là a peut-être en lui quelque chose qu'aucune école ne peut enseigner. L'originalité absolue, la connexion inattendue, la création qui vient d'ailleurs. Ton travail, ce n'est pas de faire rentrer dans le moule, c'est de trouver l'environnement où le cerveau peut se déployer. La semaine prochaine, une femme qui a dansé sur les plus grandes scènes du monde le soir et transmis des messages secrets pour la résistance française le matin. Une femme qui a refusé de se produire devant des audiences ségrégées à une époque où personne ne le faisait, qui a marché à Washington aux côtés de Martin Luther King, qui a adopté 12 enfants de 12 nationalités différentes parce qu'elle voulait prouver que les humains pouvaient vivre ensemble. Joséphine Baker. Vous pouvez rejoindre notre communauté. Les liens sont dans le descriptif de cet épisode. À très vite.